Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire sur la vaccination qui est organisé par le Comité régional d'éducation pour la santé en partenariat avec l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis Lisbeth Fleur, responsable de la communication au CRES. À mes côtés, Marion Sylvain qui est chargée de projet. Et nous sommes en ligne avec Olivier Rey, qui est membre de l'équipe projet vaccination Covid-19 à l'ARS PACA, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants. Merci beaucoup, professeur Daniel Fleuret, d'avoir accepté d'intervenir à nouveau. Daniel Fleuret, vous êtes professeur de pédiatrie à l'Université de Lyon 1, ancien président du comité technique des vaccinations et actuel vice-président de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé. Donc, vous participez actuellement à l'élaboration de toutes les recommandations sur la stratégie de vaccination contre la Covid-19 et la place des différents vaccins dans cette stratégie. Je rappelle que le CRES est un centre de ressources généralistes en éducation pour la santé et santé publique et que ces webinaires sont organisés dans le cadre de notre soutien à la politique régionale vaccinale de l'ARS. Leur objectif, c'est de vous proposer des temps d'information et d'échange, de vous apporter des éléments de connaissance pour vous aider à répondre aux questions des patients, du public et contribuer à l'adhésion à la campagne vaccinale. Alors, le premier webinaire en décembre 2020 avait porté sur la fabrication des vaccins, leur fonctionnement, leur classification, leur développement. Il avait pour objet de préparer l'arrivée des vaccins contre le coronavirus. Vous avez été 270 à y participer et près de 150 à nous retourner le questionnaire d'évaluation. Vos attentes restaient nombreuses vis-à-vis de données sur les vaccins contre la Covid-19. Depuis notre précédent rendez-vous, 3 vaccins ont été évalués et autorisés en France par la HAS, le dernier tout récemment, avant-hier, et la campagne de vaccination a largement démarré. Ce deuxième webinaire va donc porter tout particulièrement sur la vaccination contre le SARS-CoV-2. Quelle est l'efficacité des vaccins disponibles à ce jour, leurs conditions d'utilisation, le suivi des effets indésirables, la question des variants. Toutes ces questions vont être évoquées avec notre intervenant. Et à nouveau, vous avez été très nombreux à vous inscrire, plus de 340 inscriptions, une grande majorité de médecins et d'infirmiers, mais aussi des pharmaciens, des épidémiologistes et des chargés de prévention. Vous êtes originaire à 60% de la région et à 40% du reste de la France, notamment région Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes ou encore Île-de-France. Donc, bienvenue à tous. Avant de laisser la parole à Daniel Fleuret, une intervention de l'ARS PACA est prévue avec Olivier Rey. Je vous laisse activer votre micro, Olivier Rey. Oui, bonjour. Je serai très bref. Vraiment, c'est pour introduire et donc pour remercier bien sûr donc déjà l'équipe du CRES pour organiser ce webinaire qui on le voit, comme la dernière fois, est peut-être encore plus tellement attendu au regard du sujet d'actualité. Remercier bien sûr et avant tout le professeur Fleuret, dont on a vraiment la chance et le plaisir de l'écouter. On est très impatient parce que le sujet est un sujet du moment, plus que du moment. C'est même un moment historique. On connaît une mobilisation qui est absolument considérable actuellement, avec ses contraintes, avec ses difficultés, avec ses frustrations. On connaît aujourd'hui un engouement à la vaccination qui quand même fait chaud au cœur et fait plaisir à entendre, et qui justement génère aussi cette frustration de ne pas forcément pouvoir aller aussi vite qu'on le voudrait pour vacciner au plus vite et au plus grand nombre. On connaît une mobilisation aujourd'hui très forte aussi d'un point de vue logistique. C'est quand même des choses qui sont complexes à mener, qu'on essaye de mener de front. Une stratégie aussi qui a été voulue par le gouvernement et qui a vocation à aller au plus près des publics les plus fragiles et qui ont le plus besoin de la vaccination. C'est pas forcément le plus simple, mais c'est ce à quoi on s'attelle et on est très heureux quand même de voir que ça commence à porter ses fruits en termes de nombre de vaccinations des publics spécifiques touchés et justement d'être en capacité d'aller toucher ces publics les plus fragiles et ceux qui ont aujourd'hui le plus besoin de cette vaccination. Donc c'est un vrai et beau challenge. Et puis la particularité, je crois que, je ne sais pas, peut-être professeur, vous nous direz, mais je crois que c'est une première de mener de front une campagne vaccinale de cette ampleur avec des vaccins qui sont différents et qui sont vraiment parfois très différents et qui le seront de plus en plus et qui n'est pas sans nous poser problème, et y compris en termes d'information. Et c'est pour ça, et je finirai là-dessus, que vraiment on est très heureux de cette initiative parce qu'au regard de cette campagne complète
et avec plusieurs vaccins qui vont être progressivement mobilisés et qui correspondront peut-être et de plus en plus à des publics cibles spécifiques, on a vraiment besoin avant tout d'informations, de clarté, de compréhension de ces différents vaccins, de comment ils fonctionnent, de leurs effets positifs voire négatifs, pour vraiment être à même d'avoir une information claire et de juger au mieux de la mise en œuvre de cette campagne. Voilà, donc je vous remercie grandement au nom de l'ARS et je laisse tout de suite et très vite la parole au professeur Fleuret qu'on a vraiment hâte d'entendre et je vous en remercie encore une nouvelle fois par avance. Merci beaucoup et bienvenue à ce séminaire. Cette diapositive pour dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt, notamment vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Alors, je ne vais pas vous faire un point de l'épidémiologie actuelle. Je pense que vous êtes tous un peu abreuvés, il suffit d'ouvrir un média pour savoir, mais quand même rappeler que ce nouveau coronavirus a été déclaré le 31 décembre 2019 et avec donc une nouvelle maladie due à un virus, un nouveau coronavirus, et une nouvelle maladie responsable d'une morbidité, une mortalité significative qui s'est rapidement répandue dans toute la planète, c'est la définition même d'une pandémie, et qui a obligé tous les pays à mettre en place des mesures plus ou moins contraignantes destinées à contrôler cette épidémie, la distanciation sociale, les mesures barrières, le traçage, l'isolement des cas, avec des succès divers, au moins pour contenir l'épidémie, mais des effets transitoires, alors qu'à ce jour, il n'existe pas encore vraiment de traitement efficace vis-à-vis de ce virus. Et donc, le vaccin apparaît à ce jour comme l'espoir le plus réaliste de sortir de cette situation, bien que ça ne se fera pas par un coup de baguette magique. Alors, ces coronavirus, on a commencé à s'y intéresser au début des années 2000. On les appelle coronavirus parce qu'ils ont la forme d'une couronne. Alors, ce n'est pas celle que tient Napoléon, en fait, c'est Corona spinosa, la couronne d'épines. Toujours est-il que, donc, à partir des années 2000, on a isolé des coronavirus responsables de pathologies essentiellement bénignes de type rhume, mais parfois de pneumopathie, parfois graves. Et ces nouveaux coronavirus ont été isolés en Asie, en Chine et à Hong Kong, mais également aux États-Unis et en Hollande. Et en fait, il y a déjà eu deux épidémies, voire pandémies. Le SARS, ça a été désigné comme une pandémie liée à ces coronavirus. Donc le SARS est apparu en Chine en novembre 2002. Il s'est répandu en Asie puis dans le monde. Il a fait à peu près 80 000 cas et près de 800 morts. Et cette pandémie s'est éteinte tout seul en 2004 grâce à des mesures mises en place par l'OMS, grâce aux mesures barrières, mais surtout grâce au fait que ce virus était relativement peu transmissible. Il fallait des contacts étroits, comme entre soignants et soignés, pour la transmission de ce virus. Et puis la deuxième épidémie, ça a été le MERS-CoV qui est apparu en Arabie Saoudite en 2012, qui a fait plus de 2000 cas dans au moins 27 pays, avec une forte létalité, 35%. Il n'y a pas eu de pandémie, mais ce qui s'explique d'ailleurs essentiellement du fait que l'hôte intermédiaire de ce virus est le chameau, qu'on en croise quand même pas beaucoup sur la canebière. Alors, donc c'est le troisième émergent de coronavirus responsable de maladies graves, qu'on a appelé le SARS-CoV-2, qui est un bêta-coronavirus. Donc vous avez les autres membres de la famille que j'ai déjà cités. C'est un virus ARN dont la particularité est qu'il possède à sa surface une protéine particulière, qui est la protéine Spike ou protéine S, qui contient deux sous-unités, l'une qui contient le motif de ce qui va servir
à ce virus pour se lier aux récepteurs, c'est-à-dire aux cellules humaines, et puis une autre sous-unité qui contient un peptide de fusion qui permet donc la fusion entre la membrane du virus et les membranes cellulaires. Donc, la protéine S, c'est la protéine qui permet d'entrer du virus dans les cellules en se liant à un récepteur cellulaire spécifique qu'on appelle le récepteur ACE2. Et cette protéine S a également la particularité d'induire la production d'anticorps neutralisants chez le sujet infecté. Alors, comment se développe l'immunité contre le Covid? En fait, c'est pas du tout original. Le virus, on l'a vu, il se lie à la cellule par le récepteur cellulaire ACE2 et par sa protéine spike. Sa membrane se fusionne avec la membrane cellulaire et rentre dans la cellule. Il va libérer son ARN qui va donner lieu à la synthèse de virions, lesquels vont s'assembler, donner un virus entier qui va sortir de la cellule et qui va être pris en charge par les cellules du système immunitaire, c'est-à-dire une cellule présentatrice d'antigènes qui va présenter l'antigène aux cellules T helper qui vont stimuler les cellules B et qui va aboutir à la sécrétion d'anticorps, mais également stimuler les cellules T qui vont renforcer la réponse immunitaire et surtout des cellules T qui vont être capables de détruire les cellules infectées. Donc, ce virus met en jeu, comme habituellement, les systèmes de l'immunité morale et de l'immunité cellulaire. Alors, donc, ce mécanisme donc, ouvre la voie à la production de vaccins. Alors, avant de parler des vaccins, du développement des vaccins Covid, il faut quand même rappeler comment sont habituellement développés les vaccins. Les candidats vaccins, le concept des candidats vaccins sont habituellement développés par des structures académiques ou des startups. On a vu que les startups ont joué un rôle important dans la mise au point de ces candidats vaccins. Et lorsque ces structures peuvent proposer un concept qui semble valide, eh bien l'industrie achète les brevets et c'est l'industrie qui procède au développement de ces vaccins. Ces vaccins le développement des vaccins comporte une phase préclinique avec des études chez l'animal, des études de toxicologie, puis un développement clinique qui se fait en 3 phases. Les phases 1-2 qui comportent un nombre limité de volontaires sains humains. Et ces phases 1-2 permettent de démontrer l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité de ce candidat vaccin à provoquer une réaction immunitaire. Ça permet de mettre au point, de décider du nombre des doses d'antigènes qui vont être nécessaires, qui sont nécessaires pour une activation optimale du système immunitaire. Ça permet de préciser le schéma posologique et ça apporte des premiers éléments de tolérance. Et puis vient la phase 3. La phase 3 implique un nombre important de participants, et actuellement, les phases 3 de vaccins, c'est plusieurs dizaines de milliers de participants. La phase 3, c'est une phase où il y a une étude randomisée, contre placebo, en aveugle, et cette phase 3, elle va évaluer l'efficacité et la tolérance. Chacune de ces phases, dans des situations habituelles, est encadrée par les agences réglementaires, c'est-à-dire en Europe, l'Agence européenne du médicament, la NSM en France. Donc, pour passer des phases 2 et des phases 3, il faut l'accord des agences réglementaires. Et puis, la phase 3, habituellement, dure plusieurs années, souvent 4-5 ans, par le temps d'avoir suffisamment de données pour pouvoir déposer un dossier
de demande d'autorisation de mise sur le marché. Et cette demande d'autorisation de mise sur le marché, en Europe, elle est déposée à l'Agence européenne du médicament lorsque le dossier est complet. Alors, que c'est évidemment pas ce qui s'est passé avec les vaccins COV2. Et bien sûr, on peut s'étonner, puisque, encore une fois, le virus, il a été identifié au mois de décembre 2019, et moins d'un an plus tard, on avait déjà des vaccins, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Alors, comment est-ce qu'on a pu aller si vite? Il y a des explications, c'est pas parce qu'on a bâclé les choses, il y a des explications à cette accélération de l'évaluation. D'abord, le coronavirus, il était attendu, puisqu'on l'a vu, il était déjà sorti 2 fois, et tous les spécialistes s'attendaient à ce qu'il y ait un jour une vraie pandémie à coronavirus. Et déjà, lors du SARS-CoV et du SARS-CoV-1 et du MERS-CoV, avaient été développés des candidats vaccins. Ce développement s'est arrêté puisque les épidémies se sont arrêtées spontanément. Et puis, il faut dire aussi que depuis plusieurs décennies, eh bien, on voit sans arrêt l'émergence ou la réémergence de maladies infectieuses, et ça a été le cas de la dengue, ça a été le cas du chikungunya, du Zika, d'Ebola, de la fièvre jaune, et donc la communauté scientifique était très sensibilisée à la survenue d'une pandémie, et donc s'est mis dans les starting blocks pour être capable de développer des candidats vaccins. Et puis, une des innovations liées donc de ces émergences, une des innovations, c'était le développement de ce qu'on appelle des plateformes vaccinales. Une plateforme vaccinale, c'est l'utilisation d'une technique pour développer un candidat vaccin, non pas uniquement contre une maladie, mais de garder une maquette dans laquelle on peut changer l'antigène pour, par exemple, on développe un vaccin contre le chikungunya, mais si on décide d'essayer Zika, eh bien, on remplace l'antigène chikungunya de la plateforme par l'antigène Zika, et donc on peut simplifier, raccourcir considérablement la phase d'investigation. Et puis, aussi, on a eu la chance, si on peut dire, d'être en situation épidémique. Il est très difficile, il est compliqué de développer un vaccin vis-à-vis d'un virus qui ne circule pas ou qui circule peu. Par exemple, si on voulait faire un vaccin contre la rougeole, aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal quand même à démontrer son efficacité. Alors que là, on est en pleine épidémie, donc il a été très facile de recruter rapidement dans les essais cliniques le nombre suffisant de malades qui permettent de calculer une efficacité vaccinale. Alors, il faut dire aussi qu'il y a eu une mobilisation exceptionnelle, bien sûr de la communauté scientifique, et encore une fois, le virus a été identifié le 9 janvier 2020, et la séquence complète du virus a été publiée le 12 janvier, ce qui a permis les équipes académiques et toutes les équipes qui travaillaient sur des candidats vaccins de se mettre au travail immédiatement en connaissant le génome précis de ce nouveau virus. Mobilisation exceptionnelle de l'industrie. L'industrie, elle a pris des risques quand même, parce qu'elle a créé l'outil pour produire en masse des vaccins, de vaccins qui n'existaient pas. Et l'industrie a également pris le risque de commencer à produire des vaccins alors qu'ils n'étaient pas encore autorisés. Donc là encore, on peut quand même... souvent on tape sur le dos de l'industrie, mais là, il faut quand même reconnaître qu'ils nous ont bien aidés. Et puis, les agences réglementaires ont également simplifié les choses. Je vous ai dit qu'habituellement, les agences réglementaires commençaient à étudier le dossier complet. Dans le cas particulier, a été admis le principe de ce qu'on appelle la rolling review, c'est-à-dire que les firmes ont été autorisées, même incitées à déposer leur analyse, l'analyse de leurs données au fil de l'eau, avec des délais
contraint de réponse des agences et normalement, lorsque une firme dépose une partie, une étude ou une portion d'étude, eh bien, elle doit être, le temps de réponse de l'agence doit être au maximum de 14 jours. Et puis également, les États se sont mobilisés, l'Union européenne s'est mobilisée, a négocié avec les firmes, ont fait des précommandes de vaccins, se sont mis d'accord sur les modalités de répartition et sur un calendrier de livraison des doses, même si, pour des raisons qu'on peut quand même comprendre, ce calendrier n'est pas forcément respecté à la lettre. Alors, donc, des plateformes vaccinales ont été développées et actuellement, enfin à ce jour, c'est la dernière mise au point de l'OMS qui est du 26 janvier 2021. Il y avait 63 vaccins en essai clinique, dont 22 en phase 3. Et donc, ces vaccins, ils ont été produits suivant des techniques différentes, des techniques classiques, vivant atténué, inactivé, protéiques sous-unitaires, VLP, on reviendra sur tout cela. Des techniques innovantes, mais qui avaient déjà été utilisées, ce sont les vaccins à vecteur viral replicatif ou non replicatif. Et enfin, des techniques innovantes, c'est-à-dire des techniques qui n'avaient jamais été utilisées auparavant pour produire des vaccins, au moins des vaccins humains. Ce sont donc les vaccins à acide nucléique, ADN ou ARN messager. Alors, donc les méthodes classiques, les vaccins, on peut fabriquer, y compris contre la Covid, on peut fabriquer des vaccins vivants atténués. La technique est bien connue. On cultive des virus sur des milieux cellulaires différents, de façon à provoquer des mutations qui vont entraîner une perte de virulence alors que les propriétés antigéniques sont maintenues. On a une expérience importante de fabrication de vaccins suivant cette technique. La rougeole, la rubéole, les oreillons, la varicelle, le zona, la fièvre jaune, tout ça sont des vaccins vivants atténués. Voilà. Alors, concernant le SARS-CoV-2, à ma connaissance, il y a un seul vaccin qui est développé en Inde selon cette technique. La deuxième méthode, ce sont les vaccins à virus entiers inactivés, c'est-à-dire qu'on reprend le même virus, mais ce virus, il va être tué soit par une méthode physique, comme la chaleur, soit par une méthode chimique, avec le formaldéhyde, le formol. Donc, et ce virus tué va être utilisé comme antigène et injecté comme vaccin. Là encore, nous possédons une expérience importante de fabrication de vaccins par cette technique. Le vaccin contre la polio, le vaccin injectable contre la polio, le vaccin contre l'hépatite A, les vaccins inactivés contre la grippe sont fabriqués suivant cette technique. Il y a actuellement des vaccins, au moins 6 vaccins en cours de développement, vaccins vivants inactivés. Ces vaccins sont essentiellement développés en Chine. Autre technique bien maîtrisée, c'est les vaccins protéiques sous-unitaires avec une variante, les VLP. Alors, ici, on va utiliser directement la protéine, en l'occurrence la protéine spike, et cette protéine spike, elle va être produite dans des cellules d'insectes, dans des cellules de levure ou de plantes. Et pour cela, on incorpore aux gènes de ces cellules les gènes qui codent pour la protéine spike. Donc, cette protéine spike est produite par ces cellules. On récupère cette protéine et on va donc l'incorporer. On va en faire des vaccins. Là encore, on a une bonne expérience de cette technique. C'est comme ça qu'on fait les vaccins contre l'hépatite B. C'est comme ça que l'on fait les vaccins contre le méningocoque B. Habituellement, ces vaccins protéiques sous-unitaires sont moins immunogènes que les techniques précédentes et habituellement, il est nécessaire d'ajouter un adjuvant pour que ces vaccins soient efficaces.
Alors, il y a beaucoup de vaccins SARS-CoV-2 qui sont développés selon cette technique. Alors, une variante des vaccins protéiques sous-unitaires, c'est ce qu'on appelle les vaccins à pseudo-particules virales, les VLP. Les pseudo-particules virales sont des particules qui imitent la structure du virus et qui sont obtenues par agrégation de plusieurs protéines structurales qui sont co-exprimées ou mélangées et exprimées dans des cellules productrices. Là encore, ces pseudo-particules virales sont fabriquées dans des eucaryotes ou dans des levures. Cette technique, c'est celle qui est utilisée pour fabriquer les vaccins contre le papillomavirus. Et à ma connaissance, il y a un seul vaccin actuellement, un vaccin VLP, qui est en développement clinique. Alors, ces plateformes, qu'est-ce qu'il faut en penser? Les vaccins à virus vivants atténués, manifestement, ce sont les vaccins qui sont les plus efficaces, parce que ces vaccins reproduisent à minima la maladie contre laquelle ils doivent protéger. Par contre, ces vaccins, ils ne sont pas sans danger parce que, notamment chez des personnes qui ont un système immunitaire défaillant, ils peuvent causer la maladie et puis ils sont difficiles à préparer pour le SARS-CoV parce que ces vaccins doivent être obligatoirement préparés dans des laboratoires de haute sécurité. Les vaccins inactivés, en général, sont très immunogènes. Eux aussi nécessitent d'être préparés dans des laboratoires de haute sécurité. Et c'est pas très simple à produire. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ces vaccins inactivés puissent être produits rapidement de manière massive. C'est plus compliqué que ceux qui suivent. Et puis, les vaccins protéiques sous-unitaires sont faciles à utiliser. Il faut des adjuvants, mais il faut des adjuvants pour qu'ils soient efficaces. Et il peut y avoir des problèmes vis-à-vis de la fabrication des protéines structurales. Et c'est la mésaventure qui est arrivée à Sanofi, pour lequel il y a eu un problème avec la fabrication de sa protéine Spike. Alors, j'en viens maintenant à des vaccins innovants, mais dont la technique a déjà été utilisée. Ce sont les vaccins à vecteur viral. Le principe de ces vaccins, c'est d'incorporer au génome d'un virus les épitopes qui codent pour l'antigène contre lequel on veut immuniser. Et ceci donc va permettre de la production de l'antigène à l'intérieur même de nos cellules. Alors, on peut utiliser des virus dits replicatifs, c'est-à-dire des virus qui sont capables de se repliquer dans l'organisme, et c'est comme ça que l'on a fabriqué le vaccin contre la dengue en utilisant comme vecteur le virus vaccinal de la fièvre jaune. C'est également de cette manière qu'a été fabriqué le premier vaccin Ebola en utilisant le virus de la stomatite vésiculeuse. 2 vaccins Covid ont été en développement de ce type. Le vaccin de la rougeole, en utilisant le virus vaccinal de la rougeole, c'était le vaccin de Pasteur, et un vaccin qui utilisait le virus de la stomatite vésiculeuse, qui était développé par Merck, d'ailleurs, ainsi que celui de Pasteur. Et vous avez entendu que ces deux candidats vaccins avaient été abandonnés du fait d'une réponse immunitaire décevante. Alors, on peut utiliser également des virus non replicatifs, c'est-à-dire des virus qui peuvent affecter l'homme, mais dont le génome a été modifié de telle sorte qu'ils ne puissent pas se repliquer dans l'organisme. Et les vaccins de ce type... Alors, on a déjà utilisé cette technique pour fabriquer un vaccin Ebola. C'est le vaccin de Janssen qui a utilisé des adénovirus. Et il y a de très nombreux vaccins Covid qui sont en développement et qui utilisent divers adénovirus. On y reviendra. Enfin, dernière technique, les vaccins à acide nucléique. Alors, on peut utiliser soit l'ADN, et donc
on va utiliser les gènes du virus qui codent pour la protéine antigénique, c'est-à-dire la protéine spike, et ce gène va être incorporé dans un plasmide bactérien pour être injecté. Il faudra d'ailleurs créer des pores dans les membranes cellulaires par un procédé d'électroporation pour favoriser la pénétration de l'ADN. Et donc, cet ADN va pénétrer dans les cellules et donc et envoyer la commande pour la production de l'antigène à l'intérieur de la cellule. Alors, il y a des vaccins animaux qui ont été développés suivant cette technique. C'est notamment le vaccin contre le West Nile, mais il n'y a à ce jour pas de vaccin humain qui ait été développé. Enfin, il y a plusieurs vaccins Covid, ADN qui sont en phase de développement. On en dira un mot tout à l'heure. Enfin, les vaccins à ARN messager, ce qu'on utilise là, c'est le matériel génétique qui donne l'ordre à la cellule de produire l'antigène, de produire des protéines. L'antigène, l'ARN messager, c'est le relais entre le génome et l'usine cellulaire à fabrication de protéines. Donc c'est l'ARN messager qui donne le signal, qui donne l'ordre à la cellule de fabriquer la protéine. Donc, ce fragment d'ARN, qui est extrêmement fragile, est inclus dans une nanoparticule lipidique. Cette nanoparticule de lipidique ayant le rôle de vecteur, mais également un rôle de protéger l'ARN de la destruction par les enzymes, les ARNases cellulaires. Et donc, jusqu'à ce jour, il n'y avait pas de vaccin enregistré selon cette technique. Alors, où est-ce que nous en sommes actuellement dans les vaccins? Alors, actuellement, il existe en France, en Europe, 3 vaccins enregistrés et disponibles, qui sont le vaccin Pfizer, Comirnaty, qui a obtenu une AMM. Tous ces vaccins ont obtenu une AMM conditionnelle, c'est-à-dire que cette AMM, elle est revue périodiquement et elle ne sera définitive que lorsque les essais de phase 3 qui sont en cours, dont on a des résultats intérimaires, lorsque ces effets de phase 3 seront terminés, et c'est, suivant les vaccins, entre 1 et 2 ans. Alors, donc, Comirnaty, le vaccin Pfizer-BioNTech, le premier, vaccin ARN messager. Le deuxième, c'était Moderna, quelques semaines plus tard, début janvier. Et puis, tout récemment, le vaccin AstraZeneca, développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, qui est un vaccin à vecteur viral non réplicatif, qui utilise un adénovirus de chimpanzé et donc qui a obtenu son AMM conditionnel le 29 janvier. Il y avait le 26 janvier 63 vaccins en essais cliniques, dont 22 en phase 3. Ça comprend les trois du haut, hein, puisque, encore une fois, les essais de phase 3 ne sont pas terminés. Alors, parmi ces vaccins en essai de phase 3, il y a des vaccins à vecteur viral non réplicatif, et le prochain qui va arriver à l'AMM, ça va être le vaccin de Janssen, qui utilise comme vecteur un adénovirus 26. Il y a le vaccin russe, le fameux Sputnik V, qui a la particularité d'utiliser, c'est un vaccin à 2 doses, et qui a la particularité d'utiliser 2 vecteurs différents pour la première dose et la deuxième dose. La première se fait avec l'adénovirus 5 et la deuxième avec l'adénovirus 26. Et puis, il y a également un vaccin adénovirus 5 qui est développé en Chine. Les vaccins inactivés, il y en a 4 en Chine, mais il y en a également au Kazakhstan et en Inde, qui sont en développement.
il y a un autre vaccin ARN messager qui a été développé par une firme allemande qui s'appelle CureVac, qui va arriver aussi probablement rapidement. Et puis les vaccins protéiques recombinants, il y en a un qui est européen, qui est Novavax. Il y a un vaccin chinois, il y en a un à Taïwan, et puis Covax, enfin il y en a encore quelques autres. Il y a un vaccin VLP qui est développé aux États-Unis par Medicago, et puis il y a trois vaccins ADN en développement, un aux États-Unis, un au Japon et un en Inde. Alors, ces vaccins disponibles, quelles sont leurs propriétés? Alors, tout d'abord, le vaccin Pfizer, c'est un vaccin ARN messager, donc qui a reçu une AMM, qui a obtenu une AMM pour une immunisation active pour prévenir la Covid-19, pour prévenir la maladie, donc la Covid-19, due au SARS-CoV-2 chez les personnes âgées de 16 ans et plus. Ce vaccin, il a démontré dans les études de la phase 3 une efficacité tout à fait remarquable de 95%. Cette efficacité de 95% se maintenant, y compris chez les personnes ayant des comorbidités. Alors, ce vaccin est également efficace chez les personnes âgées. Concernant les personnes âgées de plus de 75 ans, on a une efficacité de 100%, mais avec un intervalle de confiance qui démarre à moins 10, moins 13, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'inclusion dans cette tranche d'âge. Mais malgré tout, l'efficacité globale chez les personnes âgées de plus de 65 ans est tout à fait similaire à l'efficacité dans la population générale. Donc, même si il pourrait y avoir une petite baisse d'efficacité après l'âge de 75 ans, eh bien, il restera certainement un niveau d'efficacité élevé. Ce vaccin, je ne veux pas détailler la réactogénicité. On peut dire de façon très simple que c'est la réactogénicité habituelle des vaccins, sûrement un peu plus fréquente, sûrement un peu plus marquée, tout en notant que chez les personnes âgées, il y a plutôt moins d'effets indésirables. Alors, il y a eu dans les essais cliniques et il y a eu également, dès que le vaccin a été utilisé en population générale, des réactions de type anaphylactique, relativement fréquentes, de l'ordre de 1 sur 100 000 dans la surveillance de vaccinovigilance, le VAERS aux États-Unis. 1 sur 100 000, ça fait pas mal. Et il est probable que ces réactions anaphylactiques soient liées au polyéthylène glycol qui intervient comme excipient. Il n'y a pas de données probantes démontrant que le vaccin protège contre l'infection et la transmission. Les critères de jugement des essais, c'était la protection contre la maladie symptomatique. Et bien sûr, la durée de protection est inconnue. Alors ce vaccin, il est administré à 2 doses espacées d'au moins 21 jours. Il est délivré en flacon multidose, théoriquement de 5, mais on peut monter à 6. Le problème, c'est qu'il doit être conservé entre moins 60 et moins 90, et que sorti du congélateur, il peut encore être conservé 5 jours au réfrigérateur entre 2 et 8, mais il doit être réutilisé dans les 2 heures qui suivent l'ouverture du flacon et la mise à température ambiante. Le vaccin Moderna est également à ARN messager. Il a le même type d'indication, mais chez les personnes d'âge âgées de 18 ans et plus. Ils ne sont pas descendus jusqu'à 16 ans comme Pfizer. Là encore, niveau d'efficacité élevé, 94%, y compris en présence de comorbidités. Pas d'efficacité évaluable chez les plus de 75 ans, mais là encore, chez les plus de 65 ans, une efficacité proche de l'efficacité globale, 86%, qui laisse à penser que ce vaccin restera très efficace chez les personnes les plus âgées. Réactogénicité similaire aux vaccins habituels.
Le risque d'anaphylaxie est probablement comparable à celle de Pfizer, mais on a moins de données parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'utilisation à ce jour. Là encore, pas de données probantes sur la prévention de la transmission, malgré la réduction des formes asymptomatiques dans le bras vacciné et bien sûr, durée de protection inconnue. Alors, ce vaccin, il s'utilise à 2 doses, espacées de 28 jours. Il est conditionné en flacon de 10 doses. Il se conserve plus facilement puisqu'il peut aller au congélateur classique et il peut être conservé 7 mois. Et sorti du congélateur, il peut être conservé jusqu'à 30 jours au réfrigérateur, à condition que le flacon n'ait pas été ouvert, alors qu'à température ambiante, eh bien, il doit être utilisé au maximum dans les 12 heures avant ouverture et au maximum 6 heures après ouverture. Le dernier arrivé, c'est donc le vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin à adénovirus de chimpanzé, qui est également, suivant l'AMM, est indiqué pour la prévention de la Covid-19 chez les personnes âgées de 18 ans et plus, avec une efficacité, alors on voit des chiffres différents. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est l'efficacité mesurée dans le schéma de l'AMM, et cette efficacité a été évaluée à un peu plus de 62%, avec une efficacité non évaluable. On ne dit pas que ce n'est pas efficace, mais le nombre de sujets de plus de 65 ans inclus dans l'étude n'était pas suffisant pour qu'on puisse avoir une efficacité mesurable, significative. On a 45%, mais avec une borne inférieure qui est à moins 88. La réactogénicité, rien à dire de particulier par rapport aux autres vaccins. Il semble moins réactif également chez les personnes âgées. Alors, il y a eu quelques événements de nature neurologique qui ont été relevés dans les essais cliniques, les paresthésies, les hypoesthésies, une faiblesse musculaire. Il y a eu un cas de myélite, mais il y a eu également un cas de myélite dans le bras placebo et l'imputabilité n'est pas formellement établie. Il n'y a pas de données probantes sur la transmission. La firme vient de communiquer là-dessus sur des données qui me semblent quand même pas du tout probantes. Et bien sûr, la durée de protection est inconnue. Le gros avantage de ce vaccin, c'est ses conditions d'utilisation. Alors, la posologie, c'est de 2 doses espacées de 4 à 12 semaines, selon l'AMM, on y reviendra. Il est conditionné en flacon multidose, 10 doses. Il se conserve, lui, au réfrigérateur, entre 4 et 8. Il doit être utilisé dans les 6 heures après ouverture du flacon à température ambiante et dans les 48 heures au frigidaire. Alors, ce qu'il faut, ces vaccins ont tous des schémas en 2 doses, mais toutes les études ont montré que ces vaccins confèrent une protection dès la première dose, et cette protection, elle démarre 12 jours après la première dose pour le vaccin Pfizer, 14 jours après la première dose pour le vaccin Moderna, et 21 jours après la première dose pour le vaccin AstraZeneca, cette protection étant démontrée se maintenir jusqu'à au moins 12 semaines. Alors, l'HAS a été amené à faire des recommandations concernant la stratégie vaccinale globale contre la Covid, bien sûr, et quant à l'utilisation des vaccins disponibles. Alors, ces recommandations se fondent surviennent dans une situation de circulation active du virus sur la totalité du territoire national. Le fondement, c'est que à ce jour, on ne peut dire que les vaccins n'ont que démontré qu'une efficacité sur la prévention des formes symptomatiques, alors qu'il n'y a pas de données probantes sur la prévention de l'infection et de la transmission. Ce qui veut dire que la stratégie
ne vise pas l'extinction de la pandémie, mais vise la réduction du fardeau de la maladie et notamment vise à prévenir les formes graves, les hospitalisations et les décès, et bien sûr à maintenir le fonctionnement des activités essentielles du pays et notamment de son système de santé. Ceci en prenant en compte le fait que les vaccins sont délivrés de manière progressive et avec un nombre limité de doses. Alors, donc, il a fallu, à partir de là, prioriser les personnes à vacciner, prioriser les personnes à vacciner en fonction de deux facteurs. Premièrement, facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque de forme grave et de décès? Et deuxièmement, quels sont les facteurs de risque d'exposition particulière à ce virus? Alors, concernant les facteurs de risque de forme grave et de décès, a été pratiquée une revue systématique de la littérature, ainsi que l'analyse des données de Santé publique France, et il ressort, on n'arrête pas de parler des comorbidités. Bien sûr, les comorbidités, c'est important, mais le facteur qui de très loin domine en matière de risque de forme grave de décès, c'est le facteur âge. Et le risque de survenue de forme grave augmente de façon exponentielle à partir de l'âge de 50 ans. Il y a bien sûr des comorbidités, et après cette revue de la littérature, nous les avons différenciées en comorbidités avérées qui ressortent de toutes les études: l'obésité, le diabète, l'insuffisance rénale. Vous avez toute la liste de ces comorbidités pour lesquelles il n'y a aucune discussion sur le fait qu'elles sont un facteur de risque de forme grave, et notamment lorsque ces comorbidités, lorsqu'on en a plusieurs. Et puis, il y a des données discordantes avec les maladies des coronaires, les antécédents d'AVC, les maladies hépatiques, etc., les démences. Tout ça mérite un réexamen qui d'ailleurs est en train d'être fait par la Haute Autorité de Santé. Et puis, il y a le problème de la grossesse qui est probablement un facteur de risque de forme grave. Le deuxième élément à prendre en considération, c'est les facteurs de risque d'exposition. Alors, on pense bien sûr aux professionnels, les professionnels de santé. Alors, clairement, les brancardiers, les travailleurs sociaux, les professionnels des services à la personne sont identifiés comme des personnes avec un risque élevé d'exposition. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, il n'apparaît pas que les soignants de première ligne soient particulièrement à risque de faire la maladie, probablement du fait que dans les structures où on prend en charge ces malades en première ligne, eh bien, l'application des mesures barrières est stricte. Alors, on a regardé aussi les autres professions, l'éducation, le secteur alimentaire, les transports, etc. Eh bien, là encore, on n'a pas trouvé d'éléments permettant de dire que ces personnes ont une exposition plus particulière comparée à la population générale, sauf quelques cas, quelques exceptions. Vous avez vous vous rappelez, il y a eu des clusters dans les abattoirs, etc. Donc dans des circonstances où les mesures barrières sont difficiles à appliquer, de même que la distanciation sociale, ou également où il y a des facteurs d'environnement qui favorisent la transmission. Par contre, il y a un problème, il y a un facteur d'exposition qui est majeur. Ce facteur d'exposition est lié à la structure d'émergement en collectivité, qui combine la promiscuité, la difficulté à appliquer les mesures de distanciation et les comorbidités, et en plus l'âge quand on s'intéresse aux maisons de retraite et aux EHPAD. Alors c'est là que le facteur de risque d'exposition est majeur dans ces maisons de retraite, les EHPAD, les établissements médico-sociaux, les établissements pour personnes handicapées, les établissements pénitentiaires et également les communautés vulnérables, les sans domicile fixe, les migrants, etc. Et puis également, la revue de la littérature a permis de souligner les inégalités socio-économiques avec le facteur favorisant des facteurs socio-économiques, la précarité, qui augmente le risque d'infection et potentiellement le risque de forme grave.
Alors, à partir de ces données, donc, la HAS a proposé une stratégie vaccinale en 3 phases. La première phase, c'était les EHPAD les EHPAD, les résidents, mais également le personnel des EHPAD. Donc qui devaient être vaccinés en premier. Et puis dans une deuxième phase, les personnes de plus de 75 ans, en commençant par les plus âgés et ceux qui avaient des comorbidités, puis les personnes de 60 à 74 ans et les professionnels de santé de plus de 50 ans. Vous avez vu que pour des raisons de logistique, ces 2 phases se sont rapidement télescopé, tout simplement parce que ça a pris un peu de temps pour mettre en place la vaccination dans les EHPAD. La troisième phase, ce sont les personnes à risque du fait de leur âge ou de comorbidité qui n'ont pas été vaccinées antérieurement. Ce sont les professionnels de santé et du secteur médico-social non vaccinés antérieurement, et puis les opérateurs essentiels des secteurs d'éducation ou des personnes des secteurs, des professions en contact direct avec le public. Et puis, à plus long terme, les phases 4 et 5, ce sont les personnels vulnérables et précaires, les personnes prenant en charge les personnes vulnérables, les personnes vivant dans des hébergements combinés comme les ouvriers du bâtiment, les abattoirs, etc., non vaccinés antérieurement. Et la phase 3, la phase 5, toute la population susceptible d'être infectée de 18 à 50 ans et non ciblée antérieurement. Alors, cette priorisation des personnes plus âgées a peu prêté à discussion et nous nous sommes appuyés également sur une modélisation. Cette modélisation montre très clairement que le rapport entre le nombre de vies épargnées et le nombre de doses à utiliser et également le rapport entre le nombre d'hospitalisations prévenues et le nombre de doses à utiliser, eh bien, la stratégie la plus efficace, c'est la priorisation des personnes les plus âgées. Alors, maintenant, comment est-ce que les vaccins actuels s'inscrivent dans cette stratégie vaccinale? Clairement, les 2 vaccins ARN, qui ont une efficacité pour la prévention des formes asymptomatiques, des formes graves, et y compris une efficacité chez les personnes de plus de 65 ans, et avec comorbidité, ça s'inscrit tout à fait dans la stratégie de priorisation de la HAS. Alors, par contre, qu'en est-il du vaccin AstraZeneca? C'est plus compliqué. La recommandation concernant son utilisation a été validée par la HAS le 2 février. Le vaccin AstraZeneca peut être utilisé dans le cadre de son AMM. L'AMM, c'est plus de 18 ans. Mais, et c'est une restriction qui a été mise par la Haute Autorité de Santé, c'est que dans l'attente des données complémentaires, eh bien, il faut privilégier l'utilisation des vaccins ARN chez les personnes de plus de 65 ans et donc réserver l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour des personnes de moins de 65 ans, c'est-à-dire, dans le cadre de la stratégie actuelle, les professionnels de santé et les personnels médico-sociaux de moins de 65 ans, et les personnes de moins de 65 ans avec comorbidité, en commençant par les 50-64 ans, et puis les autres catégories ciblées dans la phase 3. Le schéma vaccinal, l'AMM, c'est 4 à 12 semaines, mais les études montrent clairement que l'efficacité de ce vaccin augmente avec le délai entre les 2 doses et la recommandation de la HAS, c'est d'espacer les 2 doses entre 9 et 12 semaines et avec des études qui viennent de sortir, là, hier, on se dit que finalement, on aurait probablement dû dire 12 semaines et pas 9 à 12 semaines. Alors, autre point particulier, c'est que les conditions de conservation du vaccin permettent
une simplification du parcours vaccinal, c'est-à-dire une vaccination ambulatoire, et la HAS a demandé à ce que, avec la mise à disposition de ce vaccin, on puisse élargir les compétences vaccinales aux sages-femmes et aux pharmaciens d'officine, compétences pour administrer le vaccin, mais également pour prescrire le vaccin, donc ce qui permettra de simplifier grandement le parcours vaccinal. Alors, il y a un certain nombre de questions qui n'ont pas été, qui sont plus ou moins résolues. D'abord, les contre-indications, donc on ne peut pas utiliser avant 16-18 ans en attendant une évolution de l'AMM. Il y a des études qui sont actuellement en cours chez les enfants. Problème de l'allergie, allergie de type anaphylactique. On a vu qu'il y avait un risque assez notable avec les vaccins ARN. Bon, ce vaccin est contre-indiqué chez les personnes ayant une allergie anaphylactique connue à un des composants du vaccin. On a quand même été un peu prudent vis-à-vis des gens ayant des antécédents d'allergie de type anaphylactique, pas forcément au vaccin, pour lequel il y a peut-être des précautions particulières à prendre. Ce point va être rediscuté très prochainement. La grossesse, bien sûr, les femmes enceintes sont exclues des essais cliniques, mais il y a des données animales rassurantes et d'après l'AMM, les femmes enceintes peuvent être vaccinées si l'intérêt dépasse le risque. L'allaitement, en principe, est contre-indiqué. Le problème des anticoagulants, on peut injecter ce vaccin par voie intramusculaire dans le deltoïde chez des personnes sous anticoagulants avec un traitement équilibré, en utilisant une aiguille fine, en faisant une compression de 2 minutes. Par contre, il ne faut pas utiliser la voie sous-cutanée. Il n'y a pas eu d'études qui démontrent l'immunogénicité par cette voie. Et d'autre part, il y aurait sûrement une majoration des effets indésirables. Pour les troubles de l'hémostase, eh bien, il faut faire la balance entre le bénéfice et le risque. Est-ce qu'il faut vacciner les personnes précédemment infectées? Eh bien, il n'est absolument pas recommandé de faire un test, une sérologie pré-vaccinale pour savoir qui a été infecté ou pas. Ça n'est pas recommandé parce que même s'il y a des anticorps, ça ne veut pas dire qu'on est protégé. Il n'y a pas de risque à vacciner quelqu'un qui a déjà fait la maladie. Et il est probable que cette maladie protège pendant au moins 3 mois. Et donc, ce qui est recommandé, ce qui est dit, c'est qu'on peut vacciner. Ce n'est pas prioritaire, mais il vaut mieux, on recommande d'attendre 3 mois. Il y a un nouvel avis qui va être émis sur ce sujet qui sera plus précis. Est-ce qu'il faut vacciner un sujet contact ? Il n'y a aucune chance que la vaccination post-exposition soit efficace et donc il faut une personne contact, il faut lui appliquer la procédure du testing et si le testing est négatif, eh bien il faut vacciner. Est-ce que les vaccins seront interchangeables? Il n'y a pas de données d'interchangeabilité et donc on doit continuer avec le même vaccin avec lequel on a commencé. Il pourrait y avoir des problèmes logistiques qui fassent que au moment de l'administration de la deuxième dose, le vaccin qui a été utilisé à la première ne sera pas disponible et il faudra à ce moment-là se reposer le problème de l'interchangeabilité. Des travaux sont en cours sur ce sujet. Co-administration. Il n'y a aucune donnée de qui permette de dire qu'il n'y a pas d'interférence ou qu'il n'y a pas d'effet indésirable majoré. Donc, pas de co-administration. Et pour éviter des interférences immunitaires, mais également de mélanger les effets indésirables, eh bien, on recommande de ménager 14 jours entre les 2 doses et de ne pas administrer d'autres vaccins entre la première et la deuxième dose. Les anticorps monoclonaux, les sérums de convalescents, il n'y a pas de données, il ne faut pas les faire en même temps et il est plutôt recommandé d'attendre au moins 90 jours. Alors, dernier point, les variants. L'apparition de nouveaux variants, c'est un fait attendu. Hein. Les virus ARN
mutent très souvent, mais il apparaît que certains variants qui ont des avantages par rapport aux souches initiales circulantes peuvent s'implanter. Actuellement, il y en a 3 qui posent problème. Le variant anglais qui s'implante en Europe, le vaccin sud-africain qui est également présent en Europe, y compris en France, et le vaccin brésilien. On est un peu inquiet parce que les anticorps qui sont présents dans le sérum des convalescents ont une activité réduite de neutralisation vis-à-vis de certains variants, et notamment et surtout le sud-africain et probablement également le brésilien. Qu'est-ce qu'il en est des vaccins ? Des données rassurantes sont communiquées par les firmes pour les 2 vaccins ARN, mais il s'agit de communiqués de presse, pas de publication scientifique à ce jour. On est plutôt optimiste parce que le taux d'anticorps après vaccination est beaucoup plus élevé qu'après la maladie. En plus de ça, la protection vaccinale n'est pas liée uniquement aux anticorps neutralisants. Et donc, il est quand même, il est à peu près certain que ces vaccins conservent une efficacité, si ce n'est toute leur efficacité. Mais bien sûr, il faut travailler sur des stratégies alternatives au cas où il y aurait une baisse effective de l'efficacité. Enfin, dernier point, la traçabilité et le suivi de la vaccination. L'assurance maladie a mis en place un téléservice qui doit être utilisé obligatoirement, qui permet le suivi de la vaccination, la déclaration des effets indésirables, qui permet d'enregistrer, d'éditer les documents qui feront lieu de certificat de vaccination, voilà. Et puis donc qui pourrait permettre de contribuer à la pharmacovigilance, qui est suivie de près par la NSM, qui toutes les semaines fait un communiqué sur les données de pharmacovigilance qui sont remontées, et la NSM est en train de mettre en place une étude de pharmacoépidémiologie sur la sécurité des vaccins par le système EPIPHAR. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à vos questions. Non. Ça, moi, je ne suis pas un spécialiste de la biologie cellulaire, mais tous les spécialistes de la biologie cellulaire sont absolument formels. Il n'y a aucun risque. D'abord, l'ARN messager est quelque chose de très fragile et a une durée de survie extrêmement courte après son entrée dans la cellule. C'est le premier point. Deuxième point, pour qu'il y ait une incorporation dans le génome, il faudrait que l'ARN soit retranscrit en ADN, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une ARN transcriptase inverse. Or, les cellules humaines n'ont pas cette enzyme. Donc, il n'y a aucune chance que ces vaccins ARN messagers modifient le génome humain. Alors, c'est beaucoup discuté. Initialement, on a dit qu'ils étaient plus contagieux, mais pas plus virulents. Les Anglais ont l'air de dire le contraire. Actuellement, on n'a pas vraiment que ces variants soient plus contagieux. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Est-ce qu'ils sont plus virulents? Ce n'est pas consensuel. Je ne pense pas qu'on ait toutes les données pour le dire actuellement. Ça, tout dépendra de l'évolution de la pandémie, hein, et tout dépendra du comportement du virus. Si, sous la pression de l'immunité de groupe liée au fait que les gens ont fait la maladie ou qu'ils ont été vaccinés, donc si cette immunité de groupe exerce un effet de pression et fait que le virus mute, eh bien, effectivement, on risque d'être dans un processus de type grippe avec la nécessité
de revacciner de manière régulière avec des vaccins adaptés aux souches qui ont circulé. C'est tout à fait possible, mais on peut pas le dire, enfin, personne ne peut dire ça aujourd'hui, sauf ceux qui ne connaissent pas. C'est une question à laquelle nous répondrons officiellement bientôt. Moi, je dirais que, de toute façon, la question, le problème ne se pose pas aujourd'hui, et que la question, c'est est-ce qu'il faudra lui faire un rappel dans 6 mois? Moi, je dirais plutôt oui, mais on fera une réponse à titre personnel. Je dirais oui, il faut lui faire une deuxième dose, mais dans 6 mois. Les plus jeunes, pour l'instant, les plus jeunes, c'est ceux qui sont vaccinés, c'est ceux qui ont des facteurs de risque. Actuellement, les jeunes sans facteur de risque ne sont pas dans les priorités. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il semble qu'il était déjà là avant, mais actuellement, les Anglais n'ont pas publié là-dessus. Mais oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais c'est quand même assez douteux parce que pour qu'il y ait une pression de sélection, il faut quand même qu'il y ait un pourcentage important de la population qui soit immunisée, soit qui ait eu la maladie, soit qui ait été vacciné. Et actuellement, on est quand même très loin, bien que l'Angleterre ait été massivement touchée et bien que l'Angleterre ait vacciné massivement, on est encore loin de ce qu'on pourrait penser être l'immunité de groupe. Et d'autre part, ce variant, il est apparu alors que la vaccination commençait, donc il était sûrement déjà présent avant. Les vaccins dont on dispose sont des vaccins inactivés, donc il n'y a pas de risque particulier à utiliser ces vaccins chez les personnes immunodéprimées. Par contre, la question, c'est quelle sera l'efficacité. Ça, on ne peut pas le dire, hein, il n'y a pas de données là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la sécurité, a priori, non, il n'y a pas de raison que ces vaccins entraînent des effets indésirables plus particuliers chez des personnes immunodéprimées du fait de la chimiothérapie. Alors, bon, c'est vrai que si c'est en cours de chimiothérapie, c'est peut-être un peu compliqué parce que la chimiothérapie entraîne quand même des effets indésirables et que si on veut éviter de mélanger ou d'attribuer au vaccin des effets indésirables qui seraient liés à la chimiothérapie, c'est peut-être mieux de décaler ça un petit peu. Mais là encore, il va y avoir des recommandations qui vont être faites. Nous travaillons avec les sociétés savantes qui s'occupent du cancer et il y aura des recommandations plus précises qui seront faites sur ce sujet. Je crois que, encore une fois, le vaccin, ces anti-intégrases sont des antiviraux. Or, les vaccins qu'on utilise sont des vaccins vivants, des vaccins inactivés, donc les antiviraux ne font rien là-dessus. Je pense quand même que le choix, les vaccins, c'est quand même assez compliqué, et je trouve que je pense que dire que les gens doivent avoir le choix de leur vaccin, moi j'appelle ça du populisme. Voilà, le choix du vaccin, il est quand même d'abord et avant tout de responsabilité médicale, et d'autre part, le choix du vaccin, il dépend des doses des vaccins disponibles. Alors, c'est clair que quelqu'un qui a des facteurs de risque, qui doit être vacciné et qui dit « moi, je ne veux absolument pas du vaccin ARN messager », alors qu'il
qu'il a plus de 65 ans, bah ok, on va lui faire le vaccin d'AstraZeneca, voilà. Mais enfin, ça doit être l'exception qui confirme la règle, et ça doit tenir compte des doses disponibles, hein, des vaccins disponibles, et ça doit être à l'issue d'une discussion avec le médecin. Ben non, on ne peut pas savoir, mais on ne peut pas savoir. La maladie, on sait qu'avec la maladie, on est protégé pendant certainement au moins 7-8 mois. Voilà, maintenant, et il est quand même probable, encore une fois, que les vaccins aient une protection qui soit au moins égale, sinon supérieure à la protection conférée par la maladie. Mais très honnêtement, on ne peut pas le savoir. On le saura maintenant. Maintenant qu'on utilise les vaccins, il faudra analyser d'une manière très précise les échecs vaccinaux, c'est-à-dire les cas qui surviennent chez des gens vaccinés, pour se faire une idée plus précise de la durée de protection. Ah ben non, ça, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je ne travaille pas avec l'industrie pharmaceutique, hein, donc voilà. Mais bon, il faut quand même savoir que le vaccin, c'est toujours compliqué à fabriquer, hein, qu'il y a des ratés, de temps en temps, il y a des lots qui passent pas les contrôles, qui passent à la poubelle, etc. Ça, pourquoi il y a des ruptures d'approvisionnement des vaccins, des autres vaccins, vous le savez comme moi, peut-être mieux que moi. Voilà, c'est parce que la fabrication des vaccins, c'est compliqué. Voilà. Maintenant, actuellement, quel est l'apport du politique, etc. Moi, je ne rentrerai pas dans ces considérations qui ne relèvent pas de mon expertise. Oui, la preuve, c'est qu'on ne peut pas dire que le vaccin AstraZeneca, il a un service médical rendu supérieur. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de modélisations qui ont été faites sur les stratégies vaccinales. Ce qui ressort de toutes les modélisations, et ceci depuis très longtemps, on avait déjà tiré les mêmes conclusions dans les années 2000, lorsque on préparait une pandémie à virus H5N1, il est absolument démontré que la stratégie qui consiste à vacciner massivement la population avec un vaccin peu efficace est beaucoup plus a un impact bien meilleur qu'une stratégie qui consiste à vacciner une partie restreinte de la population avec un vaccin efficace. C'est clair que si au jour d'aujourd'hui, si on avait des millions et des millions de doses de vaccins ARN messager dont l'efficacité est quand même tout à fait remarquable, on dirait, on va utiliser ces vaccins, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut utiliser tous les vaccins dont on dispose, qui ont montré une efficacité, même si cette efficacité est moindre avec certains, mais bon, peut-être on est en train de travailler sur des schémas mixtes, peut-être qu'on pourra vacciner avec un vaccin moins efficace et puis faire ultérieurement un rappel avec un vaccin ARN messager plus efficace, etc. Donc il y a des tas de stratégies possibles. Mais actuellement, l'objectif, c'est de vacciner le plus rapidement possible la partie la plus importante possible de la population, même en utilisant des vaccins moins efficaces que les premiers qui sont arrivés. Alors d'abord, ce que nous avons dit, c'est pas 3 semaines, c'est 14 jours. Alors j'ai vu passer effectivement, notamment dans les schémas de l'hôpital où je me fais vacciner, qu'on parlait de 3 semaines, c'est pas 3 semaines, c'est 15 jours. Alors, en fait, la co-administration, ça peut poser 2 problèmes. Ça peut poser un problème d'interférence immunitaire. Il arrive que lorsqu'on administre 2 vaccins en même temps, eh bien, il y en a un pour lequel la réponse immunitaire est moins bonne. Ça,
C'est possible, mais on ne peut le savoir que si on a fait les études. Or, les études n'ont pas été faites. Le deuxième problème potentiel, c'est un problème de potentialisation des effets indésirables, mais surtout, c'est un problème de ne pas pouvoir dire si un effet indésirable grave qui est survenu est dû au vaccin Covid ou à l'autre vaccin ou à l'administration concomitante des deux vaccins. Alors, si on regarde le problème des effets indésirables, les effets indésirables, c'est dans les suites immédiates de la vaccination. Donc, un délai de quelques jours suffirait. Mais si on regarde le problème d'une éventuelle interférence immunitaire, eh bien, il faut attendre 15 jours. 15 jours, c'est le temps qui est nécessaire pour le développement, le développement de la réponse immune. Bon, c'est pour ça, c'est ce délai de 15 jours, il a été choisi en raison du délai de développement de la réponse immune, pour éviter les interférences possibles, qui n'ont pas été démontrées, mais il n'y a pas eu d'études. Bien sûr. Les personnes vaccinées qui vont être cas contact, oui, il va y en avoir tout le temps. Voilà, la question, est-ce qu'elle va être protégée? On espère, mais voilà, on ne peut pas le dire. Enfin, oui, a priori, devrait être protégée. Ce qui ne veut pas dire qu'un cas contact vacciné, il faudra dire il est vacciné, donc on ne fait rien. Pas sûr. Je pense que quelqu'un qui est vacciné et qui a été en contact avéré avec quelqu'un malade, à mon avis, il serait bon quand même de le tester et de lui appliquer les règles qu'on applique au cas contact, parce qu'on n'a quand même pas une assurance totale sur la protection. Je ne sais pas si je serai là pour le voir, mais je ne sais pas. En tout cas, ces vaccins, ils paraissent quand même extrêmement efficaces. En plus de ça, ils sont très faciles à produire. Donc, en effet, c'est possible, mais je pense que c'est trop tôt pour dire ça. Dans les essais cliniques, les risques, non. Les essais cliniques ont tous incorporé une proportion variable, mais parfois importante, de personnes ayant des comorbidités. Ça peut aller jusqu'à plus d'un tiers au moins. Donc, bon, évidemment, c'est un tiers de personnes ayant des comorbidités. Mais si on prend comorbidité par comorbidité, c'est évidemment impossible de d'évaluer une efficacité ou une tolérance comorbidité par comorbidité, notamment les VIH. Il y en a qui ont été inclus, mais les données n'ont pas été analysées à ce jour. Ce que l'on peut dire, c'est que parmi les personnes ayant des comorbidités qui ont été recrutées dans les essais cliniques, on n'a pas démontré de différence d'efficacité d'une manière globale et on n'a pas non plus montré de différence de tolérance. Donc on peut considérer que les personnes avec comorbidité qui ont été incluses dans les essais cliniques ont une efficacité vaccinale et une tolérance similaire à celle de la population générale de l'étude. Voilà ce qu'on peut dire. Les firmes disent, notamment celles qui fabriquent, les firmes qui fabriquent des vaccins ARN, disent qu'ils peuvent très rapidement, en quelques semaines, fabriquer des vaccins avec les nouveaux variants. Toute la question c'est est-ce qu'il faudra faire des études derrière? Mais fabriquer des vaccins ARN avec des variants, ça peut aller très très vite. Encore une fois, c'est très simple. Il suffit de prendre le bout d'ARN, etc. Ça peut se faire très vite.
Par contre, est-ce qu'il va être demandé de faire des essais cliniques? Si on demande de faire des essais cliniques, il faudra patienter un peu plus, parce qu'il faudra le temps d'inclure des personnes, etc. Donc, voilà. Mais ça, cette décision, elle va revenir aux autorités réglementaires, c'est-à-dire en Europe, l'agence européenne, aux États-Unis, la FDA, etc. Ce sont eux qui diront est-ce qu'il faut des essais cliniques et quel type d'essais cliniques seront nécessaires pour octroyer une AMM à ces nouveaux vaccins. Il ne vous a pas échappé que la HAS a émis un avis disant qu'il fallait reporter la deuxième dose à 41 jours, ceci pour permettre d'utiliser au maximum les doses disponibles pour faire des premières vaccinations. Alors, ça a été critiqué. Je pense qu'on peut... Bon, il a été vérifié. Il y a eu dans les essais cliniques de Pfizer, il y a eu des gens qui ont reçu des doses jusqu'à 42 jours et apparemment il n'y a pas de différence d'efficacité et d'immunogénicité si on va jusqu'à 42 jours. Au-delà, ça n'a pas été regardé. Voilà. Moi, je pense que de toute façon, quelqu'un qui a reçu sa première dose et qui va recevoir sa deuxième dose, il y a un impératif absolu qui est de respecter le délai minimum. Parce que si on ne respecte pas le délai minimum, on peut très bien avoir une réponse, une absence de réponse ou une réponse très diminuée. Par contre, et c'est une règle générale en vaccinologie, l'allongement des délais entre les doses est un facteur qui favorise la réponse immune et pas le contraire. Donc, il n'y a pas, vis-à-vis de la réponse immune, il n'y a pas de discussion. La seule discussion, c'est est-ce que, entre-temps, la personne est encore protégée? Bon, si à 28 jours, si à 28 jours, on a un taux d'efficacité de 95%, il serait quand même étonnant qu'entre 28 et 42, l'efficacité, elle chute de 95% à 20%. C'est impensable. Donc, nous sommes absolument convaincus que à 42 jours, on a encore une bonne efficacité, même si cette efficacité a pu diminuer. Nous avons calculé, nous avons montré, nous avons modélisé ça et nous avons montré que reporter à 42 jours, ça permettait de vacciner 500 000 personnes de plus en un mois. Voilà. Bon, maintenant, le gouvernement a pris ses responsabilités, ok. Mais de toute façon, quelqu'un qui a reçu une dose, il doit recevoir sa deuxième dose, ça c'est clair. Il doit recevoir sa deuxième dose, même si on est très au-delà des délais qui ont été estimés les bons. Voilà. Donc même à 3 mois, il faut faire. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Floré, pour votre intervention. Vous pourrez retrouver l'intégralité du contenu et le diaporama qui a été présenté d'ici une quinzaine de jours après montage sur notre site internet. Sur ce site, vous pouvez également consulter toutes les productions du CRES sur la thématique de la vaccination, d'autres webinaires, mais aussi un e-learning sur la vaccination, des épisodes de notre série d'enregistrements audio Tempo sur pandémie et vaccination, ou encore un film sur l'entretien motivationnel, ainsi que des fiches argumentaires sur une dizaine de vaccins. Vous avez reçu une bibliographie réalisée par les documentalistes du CRES ce matin sur le thème de ce webinaire, et puis vous allez recevoir dans la journée un questionnaire d'évaluation que je vous remercie par avance de nous retourner. Encore merci à tous de votre participation et une excellente fin de journée.